bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. J'espère que le week-end vous a été agréable, que vous avez pu vous reposer et en même temps vous préparer pour cette deuxième rentrée, puisque la première rentrée ça a été jeudi, vendredi, et là c'est la grande rentrée pour tout le monde, pour surtout la rentrée scolaire. J'espère que tout s'est bien passé, que vous êtes déjà dans le bon tempo et ça va tenir comme ça jusqu'au mois d'octobre pour les premières vacances et après jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir profiter de nouvelles vacances. Nous, on va se remettre comme vous au travail et on va essayer de voir un petit peu autour de nous comment le monde évolue à travers une pratique, le Falun Gong Dafa. On va voir un petit peu que pour certains, c'est pas toujours facile et qu'il y a même des choses parfois horribles tout près de nous. On en parle dans Causement Réunionnais. Falun Gong Dafa, je ne sais pas si j'ai prononcé comme il fallait, Frédéric Giercalon. La question, c'est bonsoir. Bonsoir. C'est quoi le Falun Gong Dafa? Alors c'est Falun Dafa ou Falun Gong. D'accord. On dit les deux. C'est deux noms pour désigner cette même pratique. Donc c'est une discipline traditionnelle chinoise de Qigong et de méditation. Donc Qigong, c'est les exercices chinois sur le souffle, les énergies internes, le mouvement. Ça se pratique depuis des millénaires en Chine. Donc le Falun Dafa, ça comprend déjà 4 exercices debout de mouvements lents et souples et une méditation assise. Donc ça, c'est la partie exercice. Mais le Falun Dafa, ça ne se limite pas à des exercices pour le corps. C'est dans la conception chinoise, on conçoit le corps et l'esprit d'une même unité en fait. Et c'est pas comme en Occident où on sépare le corps d'un côté, l'esprit de l'autre côté. Et donc, dans le Falun Dafa, et comme dans d'autres écoles aussi, on cultive le corps et l'esprit. Donc, à travers les exercices pour le corps. Et pour l'esprit, c'est cultiver, on appelle ça le Chulian en fait. C'est se cultiver au cœur et faire la pratique des exercices. Donc ça veut dire quoi? C'est un travail sur soi. Et dans le Falun Dafa, c'est centré autour des principes, donc, des caractéristiques de l'univers, selon le Falun Dafa, c'est-à-dire la vérité, la bienveillance et la patience. En chinois, ça se dit Zhen, Shan, Zhen. Et donc ça consiste à regarder à l'intérieur, et élever ses critères moraux. Et en même temps, on va élever son niveau de conscience. Et petit à petit s'assimiler à la vérité, la bienveillance, la patience. Alors, on va regarder un petit peu les images de la pratique donc en Chine aujourd'hui. Là, combien de personnes en Chine pratiquent cette activité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de le dire. Ouais. C'est une méthode qui s'est développée dans les années 90. Donc, je vais juste demander à la régie de m'envoyer donc les images de la pratique donc du Falun Gong pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se pratique en nombre aussi et en public. Alors, on disait que ça commençait en 90. Voilà, dans les années 90, ça a été transmis publiquement et il y a eu un engouement de la population chinoise qui a retrouvé ses vraies valeurs, ses vraies traditions. C'est-à-dire qu'il y a eu si on remonte un petit peu, dans les années 80, il y a eu un boom du Qigong, donc avec plusieurs écoles qui se sont transmises dans la population, mais beaucoup restaient au niveau thérapeutique ou du bien-être. Et justement, le Falun Dafa a apporté cette dimension de cultivation de soi, ce qui se faisait justement dans les traditions anciennes chinoises. Et donc, il y a eu un engouement populaire, aussi parce qu'il y a eu des résultats assez rapides au niveau déjà de la santé, même
au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la moralité, du comportement, que ce soit au travail, en famille. On s'apercevait qu'il y avait un changement. D'accord. Alors, je vais me tourner vers la régie pour voir si on a les images donc de pratique, au moins pour voir. Voilà. Donc, on a les images pour la pratique. On voit qu'il y a beaucoup de monde. On parle de 100 millions de pratiquants en Chine. C'est exact? Voilà. C'est-à-dire que c'est parti de milliers, dizaines de milliers, puis des millions, et puis des dizaines de millions. Et l'engouement était vraiment sans précédent, hein, si on remonte dans l'histoire même. C'est-à-dire en 6 ou 7 ans, c'est entre 80 et 100 millions de Chinois qui sont mis à pratiquer le Falun Dafa, donc dans les lieux publics, dans les places, dans les jardins publics, etc. Donc il n'y avait pas d'adhésion, pas de cotisation. Chacun venait pour faire ses exercices le matin, puis partait au travail normalement dans la journée. D'accord. Alors pour ceux qui regardent, pour ceux qui connaissent un petit peu le tai chi, le qigong, ça ressemble un petit peu, sauf que les gestes sont différents. Et j'ai essayé de voir un petit peu. On est plus sur une régénération au niveau du Falun Gong par rapport au tai chi. On est un peu plus dans la fluidité des gestes, donc plutôt dans une forme de quête de sérénité. La question aujourd'hui à La Réunion, comment cette activité est arrivée à La Réunion? Alors, moi, j'ai connu à Saint-Pierre. À l'époque, j'étais dans le sud. Et, et donc, il y avait un petit groupe qui démarrait de pratique. On était à peu près, allez, 5, 6, 7, je ne sais plus exactement. Et on a tous démarré à peu près en même temps. Il y avait quelqu'un qui connaissait un peu mieux, qui avait appris la méthode à Paris, un Réunionnais qui avait appris la méthode à Paris. Et du coup, on a appris, on a tous progressé ensemble et c'était comment chacun mettait un peu du sien pour que on se motive les uns les autres pour pratiquer. Comment cette pratique vous apporte quelque chose? Qu'est-ce que ça vous apporte en même temps? Ça m'a beaucoup apporté déjà au niveau de la santé. Parce que comme j'avais dit, j'avais eu un très grave accident, donc j'ai failli perdre la vie 10 ans auparavant. Et dans les 10 ans qui ont suivi, j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales et j'étais très affaibli par ça. Et au niveau énergétique, je sentais que j'avais besoin de me ressourcer, me réénergiser. Et donc, j'ai découvert la pratique, j'allais dire par hasard, mais je ne crois pas plus trop au hasard depuis. C'est-à-dire dans la même semaine, j'ai rencontré... Aujourd'hui, on est quand même dans cette posture en disant qu'il n'y a pas de hasard, que ce qui arrive doit ça arriver. En fait, on parle du karma pour ceux qui croient, qui connaissent un peu l'hindouisme. La question... Ou le bouddhisme. Oui, le bouddhisme aussi, effectivement. Et comment ça vous a permis justement, après cet accident, de continuer à vous battre, à y croire, à continuer? Comme je disais déjà rapidement, très rapidement, dès les premières séances, j'ai senti un changement au niveau de mon énergie. Donc ça m'a réénergisé, ça m'a donné une force intérieure, et ça assez rapidement, comme si il y a des choses qui avaient été nettoyées, quoi. Et puis aussi, alors ça c'est un peu plus progressivement, au niveau de mon comportement. C'est-à-dire il y a des choses que j'ai vues qu'il fallait que j'abandonne, des choses qu'il fallait que j'élimine. Donc ça demande de regarder à l'intérieur. C'est ça que je disais tout à l'heure. Donc ça c'est dans la méditation, mais pas seulement. Dans la vie de tous les jours, après, ça continue. Donc on apprend à regarder quand il y a par exemple un conflit, une tension ou un problème dans notre vie, on va regarder où est notre responsabilité là-dedans. Plutôt que regarder, c'est la faute de l'autre, on m'a fait ça, il s'est passé ça. On va regarder notre part. Où est ma responsabilité? En quoi je peux profiter de cette occasion pour m'améliorer, pour changer ces petits trucs qui ne vont pas. Et comme ça, on s'aperçoit que si on le fait sincèrement,
on s'aperçoit de changements dans sa vie. D'accord. Et aujourd'hui, à La Réunion, combien de pratiquants il y a de cette pratique? Alors, on est toujours un petit groupe de 5, 6, 7 quand il y a l'été, c'est-à-dire que l'hiver est rude, mais quand l'été est là, ben, il y a un peu plus de monde. Mais on n'est pas très, très nombreux. C'est encore peu connu. C'est pareil, il y a pas d'adhésion, il n'y a pas Pas une de, association non coti- plus? de cotisation, quoi que ce soit. Donc les gens viennent et après ça demande un effort, une volonté d'être assidu. Euh, Sinon, ben, des fois on est pris par sa vie quotidienne. On repart. Quels sont les aspects bouddhistes de cette pratique, à votre Mais avis? c'est une pratique traditionnelle de l'école de Bouddha. C'est pas le bouddhisme dans sa forme religieuse. C'est-à-dire que en Asie et en Chine particulièrement, euh, depuis des millénaires, la culture chinoise est imprégnée du bouddhisme et du taoïsme. Et il y a des voies qui se sont transmises euh, à travers. Certaines ont eu une forme religieuse et d'autres non. Donc là, c'est la pratique d'exercice. On sait qu'au départ, le bouddhisme, c'est pas une religion. C'est plus tard que c'est devenu une religion pour certaines de ces voies. Et donc, c'est justement ces principes dont je vous parlais. Ça a l'air simple comme ça, hein, la vérité, la bienveillance, la patience, l'appliquer dans sa vie, dans chaque chose, dans ses paroles, dans sa vie, dans ses actes. Et est-ce que, à votre avis, c'est ça? L'aspect bouddhiste de cette pratique qui fait qu'aujourd'hui, en Chine, cette pratique n'est plus bien vue? Euh, En partie peut-être. C'est pas le seul élément, puisque on s'aperçoit qu'il y a le bouddhisme en Chine, il y a d'autres religions. Là, donc, comme je vous ai dit, c'est pas une forme religieuse, c'est une pratique dans la voie bouddhiste. Euh, mais c'est plutôt le succès sans précédent de cette pratique et le nombre de personnes que ça a attiré. C'est à partir de là que ça a posé un problème au gouvernement chinois. À partir de quelle année le gouvernement chinois a commencé à regarder cette pratique avec un œil méfiant, voire suspicieux? Oui. Alors, c'est à partir de 98. C'est-à-dire qu'auparavant, le gouvernement soutenait le Falun Dafa. C'est devenu rapidement la première école de Qigong dans le pays, avec des récompenses, des honneurs même. Le gouvernement se félicitait que ce soit pratiqué aussi largement dans les espaces publics, dans les parcs. Et à partir du moment où il a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui pratiquait, c'est donc l'ancien président, donc Jiang Zemin, qui a demandé à ce qu'une enquête soit faite pour dénombrer le nombre de ces pratiquants. Et il s'est aperçu qu'il y avait entre 80 millions et 100 millions de Chinois qui le pratiquaient, donc plus que les membres du Parti communiste chinois. Et c'est ça qui a commencé à faire en sorte qu'il y ait eu cette fébrilité à un moment donné? Mais à partir de là, vraiment, ça a été problématique. Et il y a eu des tensions, des critiques. D'un coup, certains articles qui commençaient à diffamer. Et très rapidement, la situation s'est inversée. Donc il y a eu quelques événements déclencheurs. Et voilà. On va voir quelques images donc sur la répression. Donc en Chine, on va voir voilà ces répressions. C'est-à-dire que sur les lieux de pratique, il y a eu les forces de l'ordre intervenaient pour stopper la pratique. Alors ça s'est fait assez rapidement. C'est-à-dire sur les lieux de pratique, oui. Pendant On voit quand même qu'il y a quand même des interventions assez musclées. Ce qu'on voit, c'est des policiers en civil. Donc là, c'est des pratiquants de Falun Gong qui sont allés sur la place Tiananmen face à la décision du gouvernement d'interdire cette pratique. Ils sont allés sur la place Tiananmen avec une banderole où il y avait écrit « Authenticité, bienveillance, patience ». En quoi est-ce mauvais ? Et là, ils se faisaient arrêter dans les minutes qui suivaient. Et
Donc là, on voit des actions de soutien maintenant qui ont lieu dans plusieurs pays dans le monde pour dénoncer ces crimes contre l'humanité. Donc il y a plusieurs formes, des manifestations pacifiques, comme on l'a vu, des défilés, des fois des reconstitutions des tortures pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans... Quand on parle de torture dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous avez comme élément et qu'est-ce qu'il y a par exemple sur les réseaux sociaux qui montrent qui montrent comme vous appelez, des tortures? Alors c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des réfugiés chinois qui sont ressortis de Chine, qui ont vécu les camps de travaux forcés, qui ont vécu les prisons noires, qui ont eux-mêmes été torturés, ou des personnes dont les membres de leur famille ont été torturés juste pour la pratique du Falun Dafa. Et donc c'est pas quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a des témoignages, il y a des gens qui l'ont vécu, on peut leur parler. Et donc des enquêtes aussi qui ont été menées depuis. Donc ça fait bientôt 19 ans que la persécution a commencé. Donc tout ça, c'est vérifiable. On peut lire les rapports, on peut rencontrer ces gens-là. Par exemple, Oui. Comment vous expliquez que finalement on n'en parle pas dans la presse, on n'en parle pas sur Internet? Enfin si, j'ai vu sur YouTube les dénonciations, en tout cas, des informations. Mais comment ça se fait que la presse n'en parle pas, à votre avis? Alors c'est vrai, oui, il faut aller chercher l'information sur Internet, sur les médias qui sont libres, non censurés. Et alors déjà, il faut savoir que tous les médias en Chine sont censurés, Internet est censuré, mais aussi les médias en langue chinoise à l'extérieur de la Chine appartiennent bien souvent au Parti communiste chinois ou ont des intérêts directement des financements par le Parti communiste chinois, donc suivent directement la ligne éditoriale qui leur est indiquée. Du parti. Voilà. Donc à ce niveau-là, déjà, c'est très difficile. Pour les médias occidentaux, il y a beaucoup d'autocensure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques avec la Chine, de plus en plus, et on essaye de les préserver, on essaye même d'en faire plus, d'avoir plus de partenariats, et moi, je ne vois pas d'inconvénient, mais du coup, on occulte la partie des droits de l'homme. Et bien souvent, ça se passe comme ça. Il y a même des pressions qui sont faites par les consulats, les ambassades de Chine à l'étranger pour dire ne parlez pas de ces choses-là, sinon, voilà, il y aura des conséquences. Et donc, dès qu'on veut parler, par exemple, du Tibet, du Dalai Lama, de la répression des Ouïghours, de la répression du Falun Gong, c'est des sujets qui sont très difficiles à aborder. La question, on parle également de torture. D'une part, on parle de torture, mais également on parle derrière tout ça, en filigrane, je ne sais pas quel crédit donner à ces informations. Vous en parlez également. On parle d'un trafic d'organes. Alors c'est un trafic d'organes qui est bien différent de ce qu'on connaît, on en a déjà entendu parler dans d'autres pays que la Chine. Dans ces pays-là, comme en Amérique du Sud, en Inde auparavant, à Madagascar, plus près d'ici, on sait qu'il y a du trafic, mais qui est en général organisé par des réseaux mafieux. Donc là, en Chine, c'est bien différent. C'est l'État qui se sert des prisonniers, et principalement donc, des prisonniers de conscience, c'est-à-dire des personnes emprisonnées pour leurs idées, pour une pratique spirituelle comme le Falun Dafa, ou pour des opinions. Ils se servent des prisonniers de conscience comme première source d'organes pour la quasi-totalité des greffes qui ont lieu en Chine. Alors auparavant, les greffes en Chine étaient au stade quasi expérimental. Il y en avait quelques centaines, quelques milliers par an. Et on s'aperçoit à partir de début 2000 une explosion du nombre de greffes d'organes. Depuis début 2000, une industrie de la greffe d'organes qui s'est développée avec des
des centres de transplantation qui se construisent, des immeubles à plusieurs étages dédiés à la transplantation. Et tout ça est fait sans qu'il y ait de programme de don volontaire d'organes. Donc depuis 2006, il y a eu des premiers témoignages. À la suite de ça, il y a eu des enquêtes approfondies, plusieurs enquêtes indépendantes. Donc là, ça fait 10 ans d'enquête quand même, de publications, et qui montrent que les pratiquants de Falun Gong sont utilisés massivement pour alimenter l'industrie de la greffe d'organes en Chine. Alors, on va regarder ces images qui montrent des images de torture, mais apparemment, là, je crois que c'est des images de torture, hein, si je me trompe. Voilà. Et il y a également une image, on va voir, il y a eu une trépanation apparemment. Alors, je ne pourrais pas détailler cette image en particulier. Ouais. J'ai lu aussi il y a les images qui parlent d'elles-mêmes, mais il y a aussi des témoignages. Ouais. Et les témoignages, rien que les témoignages sont insoutenables. Quand on voit une personne humaine, ce qu'elle peut endurer sous la pression de ce régime, même à la lecture, c'est difficilement soutenable. Ils emploient toutes sortes de moyens. Bon, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de sordide, mais ils emploient des moyens vraiment pervers pour les faire craquer, pour qu'ils renoncent à leurs convictions et dans le but aussi il y a un processus de les rééduquer pour qu'ils re-rentrent dans la lignée du parti et qui rééduquent d'autres personnes. Donc ils sont cités comme exemple de rééducation. Ils sont revenus de cette chose. La question est simple. Comment vous, ici, à La Réunion, vous espérez vous faire connaître cette réalité qui se passe en Chine, un peuple de près de 5 milliards, 1,5 milliard de gens, un pouvoir économique, sans doute la première aujourd'hui de cette planète. Oui. Comment vous allez faire pour que les gens vous écoutent, vous croient, parce que ça va pas être c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui, qui est sans doute sur YouTube, c'est sur Internet, mais seulement là, et ça bouge pas plus que ça. Si, ça bouge. Dans plusieurs pays, il y a une mobilisation. Les pratiquants de Falun Gong qui sont... il y a les Occidentaux, mais il y a aussi les ressortissants chinois. Certains ont vécu l'oppression du Parti communiste chinois et sont très actifs pour faire connaître la persécution. Des parlements, donc notamment le Parlement européen, a adopté une résolution en 2013 condamnant les prélèvements forcés d'organes en Chine. Il a renforcé cette résolution par une déclaration écrite en 2016. Également aux États-Unis, le Congrès américain a fait passer la résolution H343, je crois. Et donc, c'est des grosses puissances, l'Europe, les États-Unis, qui se mobilisent pour faire passer un message fort à la Chine d'arrêter ces crimes contre l'humanité, de faire valoir les droits de l'homme en Chine, si la Chine veut être reconnue comme une véritable puissance économique. Et rappeler que la Chine est également au Conseil de sécurité d'où la difficulté de l'ONU. Donc à chaque fois qu'il peut y avoir un texte qui va à l'encontre de la Chine peut bloquer parce qu'il suffit d'une voix pour mettre le veto. Donc, je veux dire, ça va être un travail de longue haleine d'essayer de sensibiliser et de mobiliser autour de ce qui se passe autour de Falun Dafa. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une des raisons qui bloque. Donc, la Chine pose son veto très rapidement dès qu'il y a des mesures qui sont prises. Avec d'autres puissances aussi, donc il y a la Russie également qui fait partie du Conseil de sécurité des droits de l'homme à l'ONU. Donc c'est très important de mobiliser l'opinion publique, de mobiliser la communauté médicale. Donc les médecins aussi ont réagi assez rapidement à ces crimes de prélèvement forcé d'organes en Chine, notamment une ONG qui est très active sur ce sujet, donc c'est DAFO,
Doctors Against Forced Organ Harvesting, qui a proposé à l'ONU une pétition qui a dépassé les 3 millions de signatures, d'où après les actions du Parlement européen, du Congrès américain. Donc voilà, il faut vraiment mobiliser l'opinion publique. C'est pour ça c'est important d'en parler dans les médias. Je vous remercie de m'accueillir pour pouvoir en parler. J'espère que d'autres médias suivront. Et voilà, en fait, il faut vraiment creuser cette information. On va voir sur Internet, on voit des vidéos, on voit des images, mais il faut vraiment creuser l'information parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un sujet très, très important et très grave. Quelle va être votre démarche, quelle est votre démarche depuis tout cela et comment allez-vous continuer à essayer de sensibiliser votre entourage, le public, autour de ce qui se passe en Chine concernant les pratiquants du Falun Dafa? Alors, il y a déjà une mesure, une action qui est menée dans toute la France. C'est une pétition adressée aux parlementaires, aux députés, pour attirer leur attention sur la déclaration écrite du Parlement européen, sur les prélèvements forcés d'organes en Chine. Et on sait que cette année, il y a la révision de la loi de bioéthique, c'est-à-dire on va discuter et voter des lois pour décider de ce qui est bien et de ce qui est mal dans le domaine médical et dans le domaine scientifique. Et c'est très important de solliciter nos députés sur cette question-là parce que on sait qu'il y a des personnes qui partent en Chine, qu'il y a du tourisme de transplantation qui s'est développé. C'est-à-dire qu'en payant, on va pouvoir obtenir des organes et revenir peut-être en France. On sait donc en toute impunité, avec des organes qui ont été prélevés sur des personnes innocentes, qui ont été exécutées. Donc on va, peut-être sans le savoir, si on n'est pas informé, devenir complice d'un assassinat et revenir avec un organe de la victime dans son corps. Merci, Frédéric Chacarlon, pour toutes ces informations. On arrive au terme de cet échange. On aura l'occasion d'y revenir lorsque vous le souhaiteriez, lorsqu'on pourra toujours voir un petit peu comment on peut continuer à sensibiliser la population. En tout cas, merci pour toutes ces informations. On se dit qu'on fera sans doute dans quelques semaines pour faire un peu le point sur l'évolution de cette situation. Merci beaucoup. Merci à vous.